jolie teinte rose au sein de ce conseil, voilà, en soutien de la lutte contre le cancer du sang. Secrétaire de séance. Vous êtes là. Toujours présente. Je suis là. Bah, d'ailleurs, je n'ai pas fait l'appel. Je fais l'appel. Et puis Michel et Céline, toujours secrétaire de séance. Toujours. Maël Cariou. Oui, présent. Cécilia Dreno. Présent. Alain Fournier. Présent. François Champion. Michel Cadier. Présent. Marie-Renée Bizet. Présent. Romain Launay donne son pouvoir à Cécilia Dreno. Françoise Lavoisier. Jeanne Delassus donne son pouvoir à Alain Fournier. Laurent Girard. Présent. Claudie Lelec. Présent. Christian Roux. Présent. Jean-Philippe Bastien. Présent. Florence Leménien. Présente. Ibrahim Akolo. Présent. Emmanuel Debuchère. Présente. Laurent Lelièvre est absent. Covid. Céline Berthaud. Présente. Cédric Orduro. Présent. Irène Amato donne son pouvoir à François Champion. Yannick Daniel. Présent. Pierre-Luc Philippe. Présent. Arnaud Courjal. Présent. Florence Lépi. Présente. Christophe Liège. Présent. Michel Guilleux. Présent. Denis Sébillot. En retard. Huguette Rollier. Présent. Ok. Avant qu'on déroule tous les points du conseil, une petite demande à vous faire. Est-ce qu'on pourrait inscrire en fin de conseil un point supplémentaire, une délibération supplémentaire concernant un référent de secteur? Donc ce serait d'inscrire Laurent Lelièvre, Maël, comme référent de secteur. C'est ça, il s'agirait de nommer Laurent Lelièvre comme référent de secteur 7 en remplacement de Alain Guillaume qui était démissionnaire du conseil municipal. Donc, je vous pose la question, ça fait partie du règlement. Est-ce que on peut inscrire? Donc qui est pour cette inscription supplémentaire au conseil municipal? Oh, non, non, qui... Attendez, je reprends les habitudes. 1, 2, 3, je recommence. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci, ce sera plus simple. Donc, premier point dans l'approbation du compte rendu de la séance du 14 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques? On va pouvoir procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Ensuite, en point 2, on a tout ce qui concerne les DIA. Donc, on a renoncé au droit de préemption sur 14 parcelles. Donc, je ne vous les détaille pas, vous les avez eus en amont de ce conseil municipal. Et en point 3, c'est l'installation d'une nouvelle conseillère municipale suite à la démission de Françoise Lavoisier. Je vous en avais parlé au dernier conseil et ça a été acté par la sous-préfecture. Donc nous avons pris la personne suivante sur la liste, qui était René Guizeneuve, mais on vient d'avoir la réponse tout récemment à une situation familiale compliquée, elle ne prendra pas la suite. Donc on prend ensuite le suivant sur la liste, mais au moment où vous envoyez les documents, vous n'avez pas les réponses. Donc on a laissé comme ça, et au prochain conseil, on vous présentera le nouveau conseiller. Alors j'ai sa réponse, mais elle est seulement orale. J'attends de l'avoir écrit et on l'inscrira à ce moment-là au conseil de novembre. Ensuite, de novembre. Donc là, il n'y a pas de nouvelle installation sur ce conseil, ça sera en novembre. Suite à la démission de Françoise, et ce sera le point 4, avec l'équipe, on va travailler sur le nombre d'adjoints. Et on a un peu revu notre organisation et on a décidé de fixer le nombre des adjoints à 7 et plus à 8 comme c'était auparavant, et de redistribuer un petit peu les rôles. Mais je vais peut-être vous donner un petit peu la redistribution et ce qui va expliquer le point 5 ensuite. Sur cette redistribution, Jean-Philippe Bassin, qui était en charge de la communication, mais en tant que conseiller, prendra totalement
en charge la communication. C'est vraiment lui aujourd'hui le référent. Et tout ce qui était affaires générales, c'est moi qui vais les reprendre. En plus, on avait des dossiers importants dans lesquels j'allais être impliquée, donc je reprends moi, tout ce qui est affaires générales. D'où la proposition ce soir en conseil municipal de passer à 7 adjoints. Et donc de procéder à un vote par rapport à ce... La contrainte qu'on avait, c'est qu'une femme devait être remplacée par une femme. Et que pour les femmes, aujourd'hui, s'impliquer quand on a des enfants, un travail, c'est du travail, un poste d'adjoint. Voilà. On ne peut pas forcer les gens à prendre un poste d'adjointe là, dans ce cas-là, notamment. Pierre-Luc ? Juste, en fait, tu viens de répondre à mon interrogation, puisque en fait, le fait de passer à cet adjoint, c'est surtout parce qu'aucune femme ne voulait prendre le poste d'adjointe. Vous êtes bien d'accord? Donc on a redistribué, je t'explique le problème à l'envers, mais redistribué les rôles à ce moment. C'est pas facile. Non, non, mais Françoise avait bien souligné au moment de la lettre que j'avais lue. Il faut souligner le rôle des élus, qu'ils soient d'ailleurs adjoints, qu'ils soient conseillers municipaux, qu'ils soient... C'est pas facile, c'est énormément de travail, je trouve qu'on ne le signale pas assez, tout simplement. Je voudrais bien que de temps en temps, au niveau de l'État, on va mettre ça un petit peu. On le vit ce soir en conseil municipal. Voilà. Sinon, on aura des problèmes pour les prochaines élections municipales. Il est proposé donc ce soir au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints à 7, qui s'abstient, qui est contre unanimité. Je vais laisser la parole à Cécilia, puisque avec cette redistribution, vous pensez bien que la charge de travail de Jean-Philippe va être beaucoup plus importante aussi. Donc on va aussi revoir les indemnités. Je te laisse dérouler, Cécilia. Donc les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux sont fixées par le conseil municipal. Les indemnités de fonction sont calculées en référence à l'indice brut terminal de la fonction publique. Les barèmes d'indemnités sont fixés en fonction de la population. Donc pour les communes de 3 500 à 9 990 habitants, le taux maximal de l'indemnité du maire est de 55% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Le taux maximal de l'indemnité versée à un adjoint est de 22% de cet indice. Donc l'ensemble des indemnités attribuées doit respecter une enveloppe indemnitaire globale calculée comme suit. Donc montant maximal de l'indemnité du maire plus le montant maximal d'un adjoint multiplié par le nombre d'adjoints ayant reçu délégation. Donc le conseil municipal ayant décidé de fixer le nombre d'adjoints à 7, l'enveloppe indemnitaire globale est donc de 209% de l'indice brut terminal de la fonction publique, donc 55, plus donc 7 fois 22 égale 209. Donc il vous est proposé de fixer les indemnités de fonction comme suit. Indemnité de fonction au premier adjoint, 16,99%. Indemnité de fonction aux adjoints du deuxième au septième, 14,51%. Indemnité de fonction aux conseillers municipaux titulaires d'une délégation à la communication, 8,95%. Indemnité de fonction aux autres conseillers municipaux titulaires d'une délégation, 6,20%. Et indemnité de fonction aux conseillers municipaux non titulaires de délégation, 1,30%. Donc vous avez le tableau après ensuite en récapitulatif. Donc cette délibération s'appliquera à compter du 15 octobre 2022. Oui, donc juste pour indiquer que pour celle-ci, nous voterons pour. C'est ça. Qui s'abstient, qui est contre, unanimité. Cécilia, je vais te laisser poursuivre sur la majoration des indemnités de fonction des élus. Donc l'article L 2123-22 du Code général des collectivités territoriales permet de majorer les indemnités des maires, adjoints des communes chefs-lieux de canton, avant la modification des limites territoriales.
En application de l'article R 2123-23, une majoration d'indemnité de fonction peut être votée dans les communes qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévus en application de la loi du 17 mai 2013 et fixée au maximum à 15%. Donc il est proposé de voter une majoration de 4% pour l'indemnité de fonction de Madame la maire et de voter une majoration de 3% pour l'indemnité de fonction de chaque adjoint. Donc l'impact budgétaire, actuellement avec 8 adjoints, le coût total d'indemnité brute mensuelle est de 9 247,66 €, soit par an 110 971,94 €. Avec la modification du nombre d'adjoints, c'est-à-dire 7 adjoints, le coût total d'indemnité brute mensuelle sera de 8 612,45 €, donc moins 635,21 €, et par an, 103 349,45 €, ça fait une économie sur un an de 7 622,49 €. Pas de remarques? Pierre-Louis? Sur l'économie, il est sûr qu'on ne va pas être contre. Hein. On trouve tout simplement que la majoration des adjoints est justifiée, très justifiée, je dirais même sous-évaluée. Par contre, nous voterons contre à cause des 4%. Parce que, pour des raisons, surtout dans cette conjoncture actuelle. Rappelant que le maximum était à 15% et qu'on avait déjà diminué. On l'avait rappelé déjà en 2020. On a déjà eu cette discussion Voilà, en 2020, donc on n'aura pas ce soir. l'Assemblée était déjà prévenue en Donc, 2020. On n'a pas pouvoir, changé d'avis. procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? On va changer complètement de sujet avec un point environnement. Je vais passer la parole, Naël. C'est une subvention au conservatoire de l'espace naturel des Pays de la Loire. Suite aux ABC et aux atlas de biodiversité communaux, enfin, de notre communal sur la commune, il a été découvert grand rhinolophe, chauve-souris, avec un enjeu important. Je te laisse expliquer. Oui, exactement. Donc, je comptais faire la même introduction que toi, Christelle, pas de souci. Donc, je voulais rappeler que la mairie, la commune s'était engagée avec le parc naturel régional de Brière depuis 2020 dans un ABC, un atlas de la biodiversité communale. Dans le cadre de ces études, au printemps 2021, il a été capturé une femelle de grand rhinolophe dans le bois de Couette-Carré, ce qui a permis de remonter jusqu'à un gîte de grand rhinolophe. Qu'est-ce que le grand rhinolophe, me direz-vous? Eh bien, c'est un grand chiroptère. Qu'est-ce qu'un chiroptère, me direz-vous? C'est tout simplement une chauve-souris, donc une espèce de chauve-souris. Pour votre information, en fait, le grand rhinolophe vit dans 2 endroits différents. Il a un gîte qu'on pourrait appeler d'été, qui est un gîte de reproduction et de nourrissage, et un gîte d'hiver, qui est un gîte d'hivernage, souvent en grotte, etc. Donc sur Herbignac, en fait, c'est un gîte d'été qui a été découvert. Il faut savoir que cet animal est assez fidèle à son gîte, c'est-à-dire qu'il revient tous les ans sur son gîte d'été et sur son gîte d'hiver, notamment les femelles. Vous le savez sans doute, comme beaucoup de chauves-souris, c'est un insectivore nocturne. C'est une espèce malheureusement en forte diminution depuis un siècle à cause de la disparition des habitats, des zones de nourrissage. En France, c'est une espèce dite quasi menacée. C'est donc une espèce strictement protégée par la loi, ainsi que son habitat. Si vous voulez, c'est l'article L411.1 du Code de l'environnement. La colonie d'Herbignac, maintenant. Elle abrite entre 300 et 400 individus. Ça en fait une des plus grandes colonies du département, avec une estimation autour de 20% des effectifs connus dans le département. La colonie se situe dans un bâtiment qu'on pourrait qualifier en fin de vie,
avec une toiture abîmée, une charpente aussi abîmée, et donc qui en fait un habitat pas très pérenne sur les quelques années qui arrivent. D'où la nécessité d'intervenir. D'autant que la découverte de cette colonie fait que les interventions sur le gîte, du moins sa rénovation et notamment des parties habitées par le chiroptère sont impossibles. Donc on a travaillé en collaboration avec nos partenaires, Cap Atlantique, le Parc naturel régional de Brière, le GMB, donc le groupement mammalien breton, et le Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire. Et donc le projet qui a été développé, c'est de soutenir la candidature du Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire pour qu'ils acquièrent ce bâtiment et entreprendre une consolidation de la toiture. Dans la note de synthèse, on nous explique que ça représente un coût d'environ 85 000 €. Je vous rappelle au passage que le CEN intervient déjà sur la commune puisqu'elle est propriétaire de terrain pour protéger l'Aille des Landes. Donc nous, on avait une volonté forte, on se sentait une responsabilité forte vis-à-vis de ce chiroptère, de cette chauve-souris, de la protéger. C'est pour ça qu'on a soutenu le Conservatoire des espaces naturels dans ses relations avec les propriétaires, qu'on a envoyé des courriers pour soutenir leur projet et qu'aujourd'hui on vous propose de voter une subvention au Conservatoire dans le cadre de cet achat. Je précise qu'à côté de ça, on travaille aussi en parallèle avec le Parc naturel régional de Brière, Cap Atlantique et le SBVB sur les déplacements du Grand Rhinolophe et ces zones de nourrissage, de nutrition qui sont beaucoup inféodées aux haies bocagères. Je pense que j'ai donné déjà pas mal d'informations. Je ne sais pas si vous avez des questions. Arnaud ? Oui, tu précisais, Maël, que c'était sur le domaine de Couette-Garrett, c'est ça? Non, la découverte d'un individu s'est faite sur le domaine de Couette-Carré, ouais. Le piégeage, mais la grange, non. Je parlerai d'un secteur sud. Je ne peux pas donner le lieu précis à la demande des naturalistes qui étudient cette chauve-souris, tout simplement parce que les naturalistes ont un fond très curieux et donc aimeraient sans doute aller voir le gîte. Et c'est un animal qui est très facilement effarouchable, notamment à la lumière, donc les flashs, etc. Et donc une trop forte présence nuirait à la colonie et risquerait de la faire disparaître. D'accord, donc ça, effectivement, donc, ne doit pas être divulgué dans le domaine public pour éviter le fait que les personnes se déplaceraient sur place, on est d'accord? Oui, c'est ça. Par exemple, il y a une colonie à Pontchâteau, à Grénébeau, donc tout le monde sait où elle est, mais tu vois bien l'accès est totalement fermé par des grilles, etc., pour empêcher le dérangement de ces animaux. Donc là, en commission, le lieu exact a été donné, hein, je tiens à le dire, donc dans votre groupe aussi, vous savez exactement quel lieu c'est, quels sont les propriétaires, etc. Mais dans un cadre public, ça reste entre nous. D'accord. Moi, je ferai juste une petite remarque, bon, enfin une remarque habituelle, si je puis dire. Le Conservatoire des espèces naturelles des Pays de la Loire, c'est une association de 1901, dont le compte annuel et bilan financier 2021 ressort qu'ils ont quand même eu des subventions de l'ordre de plus d'1 million d'euros. Donc on se pose la question sur la nécessité que la commune verse 1 000 € pour cet achat d'une grange. Ce sont quand même des subventions conséquentes que touche ce conservatoire des espaces naturels. Donc pour cette raison, en tout cas en ce qui me concerne, je voterai contre cette subvention pour cette association. Juste pour information, dans les associations de protection de l'environnement, c'est vrai que le CEN a un peu une spécialité, c'est l'acquisition foncière en fait. Elle acquiert des terrains, des espaces naturels pour les préserver et les protéger. Donc effectivement, en termes de budget, l'acquisition foncière fait que c'est très cher, d'où les subventions importantes, notamment de l'État, hein, puisque c'est une association qui a un petit peu un bras armé de l'État en termes de conservation. Je dirais 1 million à l'échelle de la région au vu des enjeux de biodiversité. Tout est relatif. Il y a d'autres remarques?
Donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 1 000 € au Seine des Pays de la Loire pour l'acquisition et la réparation d'une grange située sur le territoire communal et de dire que les crédits sont inscrits au budget 2022. S'il y a des abstentions, des votes contre, abstention, pardon. Alors, je recommence. Est-ce qu'il y a des abstentions? Voilà. 2, 3, 2. Est-ce qu'il y a des votes contre? 4. Maintenant, je laisse la parole à Cécilia pour quelques points finances. Et le premier, c'est l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 le 1er janvier 2023. Et tout va s'éclaircir avec l'explication de Cécilia. Merci. Alors, au 1er janvier 2024, les communes devront changer de nomenclature comptable de la M14 à la M57. Les communes, départements et régions seront ainsi soumis à la même nomenclature comptable. Les communes peuvent anticiper cette obligation. Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Ainsi, en matière de gestion pluriannuelle des crédits, en matière de fongibilité des crédits, en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues et en matière d'amortissement. Il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver le passage de la ville d'Herbignac à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. Il vous est proposé d'autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget de la ville d'Herbignac au 1er janvier 2023 et d'autoriser Madame la maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Cécilia. On obtient un petit peu plus de souplesse. Pas de grands changements. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Donc maintenant, adoption du règlement budgétaire et financier. Voilà, comme on vient d'adopter le référentiel M57 à partir du 1er janvier 2023, on a obligation d'avoir un règlement budgétaire et financier. Donc celui-ci a pour objectif principal de clarifier, de rationaliser l'organisation financière et la présentation des comptes locaux. Le règlement budgétaire et financier décrit notamment les processus financiers internes que la commune d'Herbignac a mis en œuvre pour renforcer la cohérence de ses choix de gestion. Il permet également d'identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs en présence, les modalités de préparation et d'adoption du budget par l'organe délibérant, ainsi que les règles de gestion par l'exécutif des autorisations de programme et d'engagement sont par ailleurs des éléments obligatoires du règlement. Le présent règlement sera actualisé en tant que de besoin et en fonction de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires. Il vous est proposé d'adopter le présent règlement budgétaire et financier. Merci Cécilia. S'il n'y a pas de remarques, on va voter. Oui, Arnaud, pardon. J'aurais pu faire la remarque avant. De toute façon, cette délibération, ou ces délibérations, quelque part, c'est quelque chose qui est imposé par l'État. À partir du 1er janvier 2024. Ouais. C'est une anticipation, en fait. Oui, c'est ça, c'est la délibération, elle est demandée parce qu'il y a l'anticipation, mais en effet, naturellement, ça se serait fait au 1er janvier 2024. D'accord. Pas de remarques, on vote. Qui s'abstient? Contre unanimité. On poursuit dans le domaine des finances avec le budget de la commune et l'ADM numéro 2, vu en commission 20 septembre. Donc le budget primitif a été voté donc, le 6 avril 2022. Il y a eu une première décision modificative le 6 juillet 2022. Donc en section de fonctionnement, donc, il convient d'augmenter certains crédits en dépenses afin de prendre en compte l'inflation sur les fluides et les denrées alimentaires. Donc il y a une augmentation de crédit donc, en dépenses de 101 060 €, avec une diminution de crédit de 46 060 €.
Il y a aussi la revalorisation du point d'indice de la fonction publique à hauteur de 3,5% au 1er juillet 2022. Donc, qui nous fait une hausse donc, dans les dépenses crédit de charges de personnel de 167 400 €, avec une diminution de crédit de 8 500 €. Une diminution de crédit aussi pour les dépenses imprévues de 156 092 €. Donc là, il y a aussi la subvention au Conservatoire des espaces naturels donc des Pays de Loire, donc pour l'achat d'une grange, donc 2 000 €, donc une augmentation. Donc voilà. Après, il y a une diminution, donc une augmentation des recettes liées au remboursement sur rémunération du personnel. Donc ce sont des remboursements indemnités journalières et assurances suite à des arrêts de travail. Donc une augmentation de 67 900 €. Donc la décision modificative, donc numéro 2, s'équilibre à 58 808 € en section de fonctionnement. Après, en section d'investissement. Là, il s'agit principalement des régularisation d'écriture, achat donc là terrain jardin dans Enrouette, donc 242 153 € donc en augmentation de crédit dans les dépenses, et dans les recettes une diminution de 242 € 153. Il y a aussi une augmentation de crédit de 4 000 €, ça c'est pour la signalisation donc commerce boulevard de Brière. Et en recette, une augmentation de 8 577 €. C'est le FCTVA, donc c'est le montant notifié est supérieur au budget primitif. Donc la décision modificative numéro 2 s'équilibre à 250 730 € en section d'investissement. Donc le total général de la décision modificative numéro 2 est de 309 538 €. Donc le budget est voté au chapitre en section de fonctionnement et en section d'investissement. Merci Cécilia. Pierre-Luc? Oui, les jardins de Renrouette, je pense que je sais, mais une décision. C'est le lotissement rue de Renrouette, Châtal. C'est la Silène, le bâtiment de la Silène. Oui, Pierre-Louis. Juste pour préciser, en tout cas, que le groupe ou s'abstiendra ou votera contre en fonction des votes précédents par rapport à la subvention de 1 000 €. Vous comprendrez qu'on ne peut pas voter et pour et contre une délibération qui se suit. Modification, vous avez bien vu, essentiellement liée au Oui. 3,5 impact, voilà, décision de l'État pour subir de plein fouet. Ça me gêne, mais il y a un raisonnement. Après, il y a d'autres choix. Je voterai tout ce qui est énergie, combustible. Je sais. Et alimentaire, et aussi Mais je suis bien tout à fait nourrir d'accord. nos Ça me enfants dans gêne, nos mais cantines. il y a cette subvention de 1 000 €. Alors, on la voterait pas et on la voterait? Non. Bon. On va pouvoir procéder au vote. Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est contre? Peut-être pour précision d'ailleurs, je suis impliquée, Romain n'est pas là, mais par rapport à la tarification, la restauration scolaire, ça va être une question. Et il y a un groupe de travail qui est mis en place dans lequel l'association de parents d'élèves est impliquée, évidemment, pour trouver avec eux une meilleure solution. Vous êtes rendu au point 11, toujours toi Cécilia, cette fois-ci pour un mandat spécial pour participer au 104e congrès des maires à Paris. Donc l'Association des maires de France organise chaque année le congrès des maires et des présidents d'intercommunalités. Pour l'année 2022, il se déroulera du 22 au 24 novembre au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Madame la maire et monsieur Alain Fournier, adjoint à l'aménagement, à l'urbanisme et aux travaux, souhaitent assister à ce congrès. L'article du Code général des collectivités territoriales dispose que les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membres de délégations spéciales donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'État.
Les dépenses de transport, les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. Les missions revêtant un caractère exceptionnel, c'est-à-dire ne relevant pas des missions courantes de l'élu, doivent faire l'objet d'un mandat spécial préalable octroyé par la délibération du conseil municipal. Il est proposé de donner un mandat spécial à Madame la maire et à Monsieur Alain Fournier pour assister au 104e congrès des maires, donc qui se déroulera donc du 22 au 24 novembre à Paris, et de décider de prendre en charge les frais inhérents à cette mission sur présentation d'un état des frais. Remarque. Voilà, nous n'étions pas encore allés jusque-là, aux adjoints, mais cette année, vraiment, ce congrès est focalisé sur les coûts de l'énergie, sur les enjeux de l'énergie, et trouvé important voilà, qu'on soit présent, qu'on aille nous aussi pour notre commune. Alors, peut-être pas trouver des solutions, mais s'inspirer, échanger entre communes pour voir ce qui s'y passe et ce qu'on peut trouver comme solution. De toute façon, nous sommes tout à fait pour. Oui, non, mais j'expliquais la raison aussi, oui, mais l'enjeu qu'il y avait là. Et depuis 2 ans, il y a eu aussi la période de pandémie qui n'a pas aidé non plus. Et je crois qu'il y en a eu d'ailleurs un qui a été annulé. Oui, il a eu lieu l'année dernière, mais pas l'année précédente. En 2020, donc déjà. Donc, qui s'abstient, qui est contre l'unanimité. On va changer d'adjointe. Françoise qui va nous évoquer l'autorisation de signature de la Convention territoriale globale, grand titre, là va vous donner des explications, avec la case allocation familiale. Dans le cadre des schémas départementaux des services aux familles, la CNAF, à travers la case de Loire-Atlantique et la case du Morbihan, puisque ça va concerner les 15 communes, sollicite Cap-Atlantique pour la mise en place d'une convention territoriale globale. En effet, depuis 2020, les contrats enfants-jeunesse, la commune d'Armignac était gérée par un contrat enfants-jeunesse arrive à terme, et du coup, l'obligation passe de signer une CTG intercommunale. L'objectif pour la collectivité est de signer une convention territoriale globale avec ces annexes, c'est-à-dire qu'on garde quand même tous les plans d'action initiaux qui étaient inhérents à chaque commune. L'idée est d'avoir une approche intercommunale des problématiques qui seraient mieux traitées à ce niveau intercommunal, sans pour autant dessaisir le niveau communal qui reste le niveau le plus adapté à la proximité avec les bénéficiaires. La Convention territoriale globale permet de partager une vision globale et transversale, maintenir et développer des services aux familles du territoire, adapter les politiques familiales et sociales aux besoins des habitants et aux évolutions du territoire, et avoir une meilleure connaissance des besoins territoriaux et une meilleure interconnaissance. Elle permet également de consolider les financements de CAF via le bonus territoire. Donc il y a eu un gros travail de réunion, il y a eu 5 enjeux qui ont été déterminés avec 23 fiches actions qui seront portées soit par les communes, soit par Cap-Atlantique. Donc il y a tout un travail maintenant de réalisation, mais bon, c'est un document qui a le mérite quand même d'avoir recensé l'ensemble des attentes des communes. C'est plutôt intéressant. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention pour une durée de 5 ans, d'approuver les orientations et actions proposées en annexe et leurs modalités d'animation, de valider le plan d'action communal annexé à la convention et d'autoriser Madame la maire ou son représentant à signer la CTG sur tout document c'est important. Je peux vous donner peut-être les 5 enjeux qui ont été décidés. Alors le premier, c'est mettre en réseau les acteurs du territoire. Il y avait la thématique de la petite enfance, la parentalité, l'enfance, et puis il y avait des multi-thématiques. Le deuxième enjeu, c'est de développer une politique d'aller vers et accompagner les habitants. Un troisième enjeu, organiser l'inclusion des enfants à besoins particuliers. Le quatrième enjeu, articuler et rendre cohérente l'offre globale sur le territoire. Et le cinquième enjeu, qui n'est pas le moindre, c'est mettre en place et organiser la gouvernance. Cap-Atlantique a proposé un recrutement d'un temps à 50%, je pense. Je pense que Cap est en recherche de l'animateur de cette thématique, avec la difficulté de recruter sur un temps. Donc ça a été validé à Cap-Atlantique. Merci Françoise. On va pouvoir procéder au vote. Donc qui s'abstient, qui est contre l'unanimité. On va pouvoir poursuivre avec le 13e point sur le site de l'espace culturel François Mitterrand avec de nouvelles dénominations.
c'est un lieu qui s'enrichit petit à petit avec, on va dire, un espace culturel, voilà, mais aussi des salles d'exposition, un patio. Donc, je vais laisser Marie-Renée expliquer ces nouveaux noms. Merci. Donc, eh bien, je vous informe de la nécessité de procéder à certains ajustements, excusez-moi, dans les dénominations des salles et espaces publics au niveau de l'espace culturel François Mitterrand. C'est le site de l'ancien presbytère. Il importe de repenser le complexe dans sa totalité en préservant son identité culturelle globale. Ces ajustements sont destinés à favoriser une meilleure identification par le public et à permettre également d'éviter toute confusion avec l'espace culturel appelé à ouvrir très prochainement au sein du centre Édouard Leclerc. Donc la commission Culture, Tourisme et Patrimoine propose que l'espace culturel François Mitterrand soit désormais nommé Centre culturel François Mitterrand, que soit créée au cœur de l'équipement la médiathèque François Mitterrand, que la salle d'animation exposition jusque-là dénommée Le Patio soit désormais nommée la salle Camille Claudel, que la petite salle de réunion, aujourd'hui salle annexe du Patio, soit désormais nommée salle Jules Paraissant, que la cour intérieure de l'ancien presbytère soit nommée Le Patio, que le jardin qui borde l'aile de l'ancien presbytère côté place Jean de la Menaye soit désormais explicitement nommé le jardin, que le parvis sur lequel ouvre l'actuel espace culturel côté place Jean de la Menaye soit désormais explicitement nommé le parvis. Donc, on demande de procéder aux modifications et à la création des dénominations. Merci Marie-Renée. Je crois que les choses sont plus claires parce que les gens s'y perdent. Voilà. Ce sera accompagné évidemment d'une signalétique à l'entrée pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Pierre? Oui, j'avais participé à cette commission et c'est vrai que j'avais proposé, Jeanne n'est pas là ce soir, mais Marie-Renée, tu y étais, il me semble. Ou alors, non, tu étais là où on... Enfin, en tout cas, je pense que tu as participé à cette réunion. Et j'avais proposé plusieurs noms, et je vois que Jules Paraissant a été retenu. Il est indéniable que Jules Paraissant est un natif d'Herbignac. Il n'est pas né, contrairement à ce qu'on croit, dans la maison sociale Paraissant rue du Père-Laurent, mais il est né tout simplement dans la maison qui fait l'angle entre la rue Fontaine-Saint-Jean et la rue Pasteur. Il est donc né en face du centre culturel, et c'est vrai que là, cette salle, qui est donc nommée Jules Paraissant, me semble très judicieuse. Moi, je ne suis pas d'accord pour le patio, on n'est pas dans le sud. Je trouve que ça ne correspond pas. Un enclos paroissial ou un autre nom aurait été plus judicieux. Quant à François Mitterrand, on va me taxer peut-être d'anti-François Mitterrand. Je sais que M. Mitterrand aimait les forces de l'esprit, n'est-ce pas? De là à le nommer au niveau d'un centre culturel, c'est-à-dire d'un ancien presbytère, je fais un raccourci un peu rapide. Voilà, donc je trouve que moi je vais m'abstenir personnellement, pas pour Jules Paraissant, c'est pour ça que je ne vais pas voter contre, mais il y a des choses qui me gênent dans cette délibération. Mais je l'avais dit déjà lors de la commission. Le travail de la commission, ce qui a été retenu oui, dans la commission. Les commissions, c'est ça, on travaille. Moi, je vais rebondir. Moi, effectivement, c'est le terme le patio, moi, qui me, je pense sincèrement, qui me convient pas du tout. C'est un terme d'abord d'origine espagnole, voire occitan. J'adore les langues régionales et de pays, mais je vois très mal demander aux Occitans qu'ils nomment leur enclos là-bas Arlios. Arlios qui veut dire en breton effectivement l'enclos, hein, ou le presbytère. Donc le patio, je suis désolé, c'est un terme qui est très agréable, mais qui est effectivement du sud de la France et d'Espagne. Donc je ne vois pas trop pourquoi on le retrouve
ici chez nous. Bon voilà, c'est vrai que moi aussi ça me gêne un peu, je suis désolé. Moi j'aime bien le mélange des cultures, ça fait la tolérance. Ah mais moi aussi j'adore les mélanges des cultures, mais après chaque pays a son... Oui, j'allais dire la même chose, hein, la langue circule, passe de l'une à l'autre, les mots assez facilement. Je trouve qu'en termes d'ouverture culturelle, c'est pas mal. Et alors attention, ne me dites pas que je ne suis pas ouvert sur les autres cultures. Ah non, c'est pas ce que je disais. Je disais qu'en termes d'image d'ouverture culturelle, il n'y avait rien contre toi. Va demander aux Occitans qui le nomment leur enclos. Peut-être, je peux finir ce que je dis. Franchement, il n'y avait rien du tout contre toi. Je te dis juste que les mots passent d'une culture à l'autre, tu le sais aussi bien que moi, je pense. Et que je trouve personnellement qu'en termes d'ouverture, c'était pas mal. Et il y avait une certaine habitude, c'était l'argument que je voulais dire après, qui commençait à être prise à l'appeler patio, puisque c'était le cas depuis quelques années. Et juste pour cette commission, mais pour d'autres commissions aussi, nous avons été avec Jeanne à une commission de Cap-Atlantique, et c'était surtout sur les écoles de musique, et nous avons regretté, lors de la réception de compte-rendu de cette commission, de ne pas avoir les interventions des uns et des autres. Et je trouve ça dommage parce que c'est ce que vous faites aussi. Il n'y a pas marqué lors de nos interventions ce que l'on décide ou ce que l'on préconise. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça permettrait d'acter lors des commissions ce que l'on a véritablement voulu, ou pas voulu d'ailleurs. Et je trouve que vous ne le faites pas, c'est pas marqué, et ça je trouve ça dommage. Donc peut-être le ferez-vous. J'ai pas compris, Pierre. J'ai pas compris moi non plus. Je répète. Lors de la commission Cap-Atlantique, oui, mais lors de la commission Cap-Atlantique, Jeanne et moi, nous avons arrêté que les comptes rendus nomment, parce que Jeanne est intervenue, je suis intervenu, il n'y a pas effectivement nos interventions, il n'y a pas d'intervention personnelle de ce qu'on désire. Et vous, c'est pareil. Ah ben si, c'est important parce que ça permettrait, par exemple, à cette grâce, là, voyez-vous, vous avez une délibération. Ce que je vous ai dit tout de suite, ça serait déjà acté lors du compte rendu. Ce que je veux juste rajouter, c'est un travail de compte-rendu qui est lourd pour les agents. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, il est lourd pour les agents. Nous avons des commissions, à différence de Cap-Atlantique, certaines commissions très régulièrement, beaucoup plus qu'à Cap-Atlantique, et ce travail, il est lourd. Après, à rediscuter, mais je pense aussi aux agents et à la charge de travail des agents. Céline ? On va pas faire un... Si je peux me Je vais donner la parole à Céline. Effectivement, là, nous, on voit ce que c'est, prendre tout ce que dit... en fait, là, je prends un temps, on ne peut pas participer. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, et quand on est en commission, je trouve ça dommage, parce que du coup, ça doit... Il y a une personne qui se retrouve en retrait, parce qu'elle ne peut pas à la fois participer et en même temps noter tout ce qui se dit. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça le souci, et que du coup, c'est dommage, parce que, ou sinon, il faut faire tourner... Enfin, c'est assez lourd, je pense que Michel sera d'accord, c'est quand même pas simple de participer. Je suis d'accord avec toi, Céline, mais les grandes, quand on a par exemple une proposition, là au moins le noter, on ne va pas faire non plus effectivement un compte rendu complet, mais au moins succinct. Tu as pu l'exprimer en conseil municipal aussi, donc le conseil municipal est là aussi pour entendre c'est une proposition. On demande ça à Cap-Atlantique. Il me semble que en plus dans la forme qu'on donne au compte rendu de commission, il y a bien une colonne avis de la commission. Alors effectivement, on ne met pas forcément tout le temps le prénom en face de l'avis. Il y a très peu de choses mises dans cette colonne-là. Regarde bien, tu verras. D'accord, alors après, voilà, chaque commission a aussi son fonctionnement, hein, bien sûr, mais il y a quand même l'avis de la commission qui est noté noir sur blanc. Et je sais que à titre personnel, souvent quand c'est pas unanime, c'est écrit qu'il y a des avis pour ou contre. Florence ? Oui, moi je voulais dire aussi que dans la commission, c'est assez libre, chacun peut prendre le secrétariat, c'est toujours les mêmes personnes, donc on peut faire à la place est libre, c'est assez démocratique, me semble-t-il, le fonctionnement. Merci. On va pouvoir, je pense, procéder au vote. Donc, qui s'abstient ? 5, 6 abstentions. Qui est contre ? On va poursuivre notre conseil avec un point ressources humaines, Cécilia. Et puis, comme chaque conseil, je prends une modification du tableau des effectifs. Voilà.
Donc à la suite du départ du directeur de la LSH et l'APS, le pôle éducation enfant-jeunesse a été réorganisé. Donc il vous est proposé une création de poste d'un adjoint d'animation à temps complet. Donc la procédure de recrutement est en cours pour cet animateur. Le jury est prévu le 17 octobre et on anticipe, donc on veut le faire voter aujourd'hui pour éviter de reporter la date d'arrivée de cet agent. Donc ce poste-là, donc adjoint à temps complet, et il resterait un poste vacant, donc catégorie B, donc du directeur qui est parti, qui va être supprimé. Mais la suppression de ce poste doit obligatoirement faire objet d'un avis du comité technique. Et donc, il sera inscrit au prochain conseil municipal pour la suppression. Donc, il vous est proposé d'approuver la modification, comme indiqué ci-après du tableau des effectifs, de rappeler que les crédits correspondants ont été inscrits au budget et d'autoriser Madame la maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. S'il n'y a pas de remarques, on va pouvoir voter. Qui s'abstient, qui est contre l'unanimité. Et on va poursuivre avec 3 petites animations que nous avons chaque année pour vous présenter les différents rapports annuels sur le prix. Alors le premier sur le prix et la qualité du service public de gestion des centres aquatiques pour commencer. Donc petit rappel, l'année 2022 est bien avancée, mais c'est le bilan 2021. Vous allez voir que la formule a changé et en 5 minutes, on va été présenté à 5 caps atlantiques et en 5 minutes, on va vous sortir les grands faits, les grands chiffres sur ces différents rapports annuels. Et on commence avec les centres aquatiques. Christine a fait un texte, on entendait très bien. Le cap atlantique aussi, ça marchait très bien. Oui. C'est le vidéoprojecteur, il essaie de diffuser le son sur le vidéoprojecteur. Changer la source. On était sur l'ordi pour remettre le micro. Ah oui, mais vous avez plus les photos, c'est ça? Le son, l'image. Si 2020 a été une année très impactée par le Covid, 2021 n'a pas été un long fleuve tranquille. Peut être considéré comme une demi-année. 159 jours de fermeture jusqu'au 9 juin. 89 pour l'Aquaball jusqu'au 1er avril, qui a pu rouvrir grâce au bassin extérieur. Passe sanitaire obligatoire sur la deuxième partie de l'année.
Au total, pour cette année tronquée, la natation scolaire 2021 représente 20 153 passages élèves dans les 3 centres aquatiques. Un livret de compétences commun aux 3 centres aquatiques est diffusé auprès de l'ensemble des nouveaux élèves du territoire aquatique et permet à chaque enfant du territoire de suivre sa progression dans l'apprentissage du savoir nager de la grande section au CM1. Au final, les centres aquatiques du territoire représentent un coût net de fonctionnement de plus d'1,1 million. Mais l'attrait pour la population reste très fort malgré les restrictions imposées. La politique communautaire d'utilisation et de gestion optimisée des centres aquatiques, débutée en 2008, est donc poursuivie en 2021, notamment à travers les efforts pour l'apprentissage de la nage, le milieu scolaire, le travail sur l'accueil, la qualité du service public, la maîtrise des coûts de fonctionnement et bien sûr la construction de la piscine d'Herbignac qui doit voir le jour en 2023. Cap Atlantique vous remercie de votre attention. Donc là, pour ce soir, il est proposé donc, au conseil municipal juste de prendre acte. Voilà, vous avez les informations. Peut-être pour compléter, ces différentes piscines ont été confiées à un gestionnaire, un délégataire qui est Récréa. Et en fait, on désignera maintenant Aqua Guérande, Aqua Baule, Aqua Piriac et puis dans quelques mois, Aqua Herbignac. Voilà, avec des choses communes, sur des tarifs communs, une gestion beaucoup plus simple. Enfin, une vie au quotidien plus simple pour celui du territoire qui va fréquenter ces piscines. Voilà, et sinon, peut-être que les travaux avancent bien, au rythme attendu. Voilà, une ouverture septembre 2023, ce qui avait été annoncé. On est toujours dans les délais. Une mise en eau. Ouais, avec de l'eau, c'est mieux. Ouais. Actuellement, il y a un test justement d'étanchéité, il y a une mise en eau des bassins qui a été effectuée. Donc ça suit son cours. On va poursuivre ces différents rapports pour passer ensuite sur le prix et la qualité de service public de l'eau et de l'assainissement. Là, c'est Michel et Laurent. L'eau potable provient principalement de l'usine du Drésé située à Ferrel. 2 autres ressources provenant de Nantes et de la Carène alimentent notre territoire en eau potable. Plus de 7 600 000 m3 ont été mis à disposition des usagers et près de 6 500 000 m3 ont été facturés. En 2021, on constate une légère augmentation du nombre d'usagers du territoire de Cap Atlantique d'environ 1,3% par rapport à 2020. En 10 ans, le nombre d'usagers en eau potable a augmenté de près de 14%. D'un point de vue général, les résultats mettent en avant une légère augmentation du rendement technique en
stations d'épuration de capacité allant de 20 équivalents habitants à 178 000 équivalents habitants. Les trois plus grandes sont Livry-Guérande, 178 000 équivalents habitants. La Turballe, 40 000 équivalents habitants. Pénétin, 12 000 équivalents habitants. Les filières sont biologiques, de boue activé, jusqu'aux installations de filtres plantés de roseaux. Consommant 120 mètres cubes d'eau potable par an et étant raccordé à l'assainissement collectif, s'est acquitté d'une facture de 592,28 €, soit 4,94 € par mètre cube, répartis en 2 € pour l'eau potable et 2,936 € pour l'assainissement collectif. Le service de l'eau et de l'assainissement et ses délégataires œuvrent chaque jour pour assurer un service de qualité à ses 71 000 abonnés. Cap Atlantique vous remercie de votre attention. Voilà pour cette deuxième présentation. Je ne sais pas si Michel et Laurent, vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être rajouter qu'il y a un travail quand même important, c'est aussi de Cap Atlantique sur le renouvellement des réseaux pour éviter toutes ces fuites qui sont vraiment un enjeu. Juste pour dire sur, effectivement, on parlait des fuites sur la partie sud. Effectivement, c'est les villes du Pouliguen, de La Baule qui sont le plus impactées, parce que c'est des réseaux qui sont carrément en fin de vie. Et donc, d'où l'importance du renouvellement. Tout ce qui est mis en renouvellement, c'est hyper important pour refaire ces réseaux qui arrivent en fin de vie, hein, au-delà de 40 ans, hein, la plupart sur La Baule. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros travail de fait par les équipes de la GSU, et donc à ce niveau-là, c'est hyper important. Il faut qu'on reste sur un niveau élevé d'investissement pour pouvoir maintenir ce réseau de bonne qualité, de bonne fiabilité, et puis éviter, surtout par les temps qui courent, éviter la perte de mètres cubes d'eau. Ça coûte très cher quand elle est pas distribuée, précieuse. C'est en mesure d'économie. Et cette année, on a, Michel peut-être ou Laurent pourra dire, mais la station de Rézet a quand même bien fonctionné, et on a pu redonner aussi de l'eau à la Carène, à nos voisins de la Carène. Hein, donc hyper important d'être vigilant sur cet aspect-là. Oui, donc quand on parle de redonner de l'eau, il faut savoir qu'on a des contrats aussi avec la Carène et puis avec Nantes. Voilà, on a des enjeux, on doit acheter des quantités d'eau et on doit aussi en fournir. C'est la solidarité. Voilà, tout à fait. Et moi j'aurais souligné aussi la performance des équipes de Cap Atlantique au niveau de la GSU. Parce qu'à chaque commission à laquelle on assiste, là, franchement, on a des gens qui sont vraiment très compétents. Et ils suivent ça de près. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Merci Laurent. Donc il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport annuel.
On va pouvoir passer au dernier qui concerne le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés. Là, c'est pas Alain qui suit le dossier. On commence par la présentation.
mots sur... vous avez vu la baisse des ordures ménagères, principalement. Donc depuis 2010, moins 20%. L'année dernière, on a fait moins 4%. Et cette année, à fin septembre, on est aussi à moins 2,5%. Donc vraiment, félicitations à tous les gens qui habitent sur le territoire, parce qu'on s'aperçoit qu'on diminue le tonnage d'ordures ménagères. Malgré ça, on est obligé d'augmenter le prix de la TOM, la taxe, parce que toujours lié à la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui augmente tous les ans et qui va arriver à 65 € en 2025. Donc cette année, c'était 165 € en 2021, le prix par foyer. Ça va passer, ça va augmenter à peu près 20 € l'année prochaine, cette année, en 2022. Donc ce qui fait quand même au passage, on est par semaine, ça fait un passage à 3,60 €. Si on ramène ça à la semaine, c'est cher bien sûr, mais ça reste tout à fait correct. 3,60 € pour qu'un camion passe devant chez vous tous les semaines, et 52 semaines par an. Donc il faut qu'on continue. On a parlé le plan local des déchets, prévention des déchets. Il y a un vrai travail de fait aussi à la GSU sur ce sujet-là. Et donc la commission s'est réunie à plusieurs reprises et on doit avoir la finalité pour fin 2022. Une petite perspective quand même pour l'année prochaine. On va passer en budget annexe pour les déchets. C'est-à-dire que le budget déchets va être complètement détaché du budget général. C'est un souhait à partir de 2023. Donc encore plus d'obligations à être performants. On l'a dit aussi également, le traitement des biodéchets, qui va être un vrai enjeu à venir bientôt. La mutualisation des déchetteries de Guérande et de La Baule, sur le site de Saint-Servais. Donc on travaille sur le sujet, c'est un sujet complètement d'actualité. Mais aussi quelques petites animations. On a eu le coin des occasions, donc à Piriac, à Pénétin, à Caraline, avec beaucoup d'entrain et beaucoup de bons résultats. Toujours l'animation vers le scolaire, quand même, qui est hyper importante. C'est quelque chose qui est hyper important. Et puis bientôt, le mois prochain, il y a la semaine européenne de la réduction des déchets. Et donc, il y a un lancement du mois zéro déchet qui va être fait sur le Cap Atlantique. Ça va être à Saint-Liphard, à la salle des Coulines, le 5 novembre. Donc, avec animation, voir comment on peut traiter ces déchets avec des professionnels, avec toute la journée à la salle des Coulines à Saint-Liphard, donc en partenariat avec CAP et puis des prestataires. Et puis comme l'a fait Laurent tout à l'heure, je voulais remercier les équipes de CAP Déchets qui mènent un super travail. Je peux en témoigner en tant que délégué aux déchets à CAP, c'est hyper impressionnant. Et puis les équipes de CAP Déchets et les prestataires, parce que aussi il y a beaucoup de choses qui sont, nous sur la région nord on est en régie, mais sur la partie sud ils sont en partie avec une délégation. Il y a aussi la station de transfert à Guérande, tout ce qui est le transport, donc un vrai travail et pour un prix effectivement qui est toujours trop cher, mais on est vigilant sur le prix de la tome. Pour vous dire quand même juste une petite précision sur nos collègues à côté de chez nous, à la Carène, nous on est à 9,42 cette année au niveau de la tome, à la Carène ils sont à 10%, à Pornic ils sont à 13%, et à Vanaglo ils sont à 11%. Donc on voit que les déchets c'est un enjeu important, et donc on a lissé ça jusqu'à 2026 et on devrait arriver toujours nous à moins de 10% sur le taux de tome à Cap Atlantique. Et donc on vient de délivrer des nouveaux marchés là au dernier bureau au conseil communautaire et qui était plutôt bon. Malgré le prix des énergies, on a réussi à avoir un prix sur l'ensemble à une augmentation de 1,4% sur l'ensemble de la prestation, qui reste un prix très, très raisonnable.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, si vous avez d'autres questions sur les déchets. Oui, à propos de déchets, oui, effectivement, on peut que soulever le civisme des citoyens du territoire. Il y a un effort, effectivement, qui est fait. Moi, je vais revenir sur autre chose, mais toujours à propos des déchets. Je trouve dommage l'état de nos rues et de nos routes sur la commune. J'ai même posté quelque chose dans ce sens, puisque j'ai pris des photos. Et je le fais moi régulièrement, on le faisait dans le précédent mandat avec toute une petite équipe, tous les samedis, enfin 2 fois par mois, 2 samedis par mois. Là, je le fais à titre individuel, ne serait-ce que derrière chez mes parents, impasse de la Motte, mais allez donc faire un tour de temps en temps. Il y a des déchetteries, surtout à côté du puits, que certains connaissent ici, c'est lamentable. Alors, l'autre jour, il y avait des jeunes, bon, ils ont le droit de s'amuser, ils ont le droit de se réunir. Je les ai interpellés en disant, il y a des poubelles qui ne sont pas loin, surtout que maintenant, à côté, quand on franchit la petite impasse derrière le Télérécole, on va directement sur les containers de Leclerc. Je me suis fait bien sûr mal voir, mais ça c'est pas difficile, ça me gêne pas. Mais franchement, que peut-on faire? Parce que l'état des rues et des routes, c'est lamentable. Franchement, il y en a partout. Des packs de bière, des choses alimentaires, même aussi des petites culottes, enfin oui, non, mais ça va jusque là, je vous assure. Moi, je peux prendre des photos. Je vous passerai les détails d'autres choses. Non, mais ne souriez pas, c'est quand même récurrent. Donc voilà. Alors, on peut partager, je partage effectivement alors après sur ce qu'on y trouve, je ne me permettrai pas de donner. Oui, non, mais bien sûr, mais j'entends bien. Ce qu'il faut se dire, c'est que il y a des poubelles de plus en plus mises de plus en plus régulièrement. Ça, c'est le civisme des gens. Ça, c'est comme la circulation, on roule trop vite, voilà. Et ça, on ne va pas mettre un policier derrière chaque personne. Je comprends, moi aussi ça me désole. Mais je pense que par rapport à plusieurs années, je trouve qu'on trouve moins de choses, justement, on trouve, par exemple, Cap Atlantique a fait le sien de récupérer l'amiante, on trouve beaucoup moins de choses qu'on trouvait dans les chemins de remembrement. Il y a vraiment des choses quand même, effectivement, il y a des endroits où on trouve des packs de bière, on trouve des canettes, mais c'est la vie et on peut pas tout révolutionner. Pour compléter les actions, je pense aussi ce qu'on appelait les mégotiers, avec les panneaux ici commence la mer, et voilà, avec cette récolte des mégots. Après, il en va du civisme de chacun et c'est pas propre à Herbignac. On vit que chaque commune et c'est un problème plus global que celui d'Herbignac. Et il faut savoir qu'à Cap Atlantique, quand même, sur tous les points d'apport volontaire, il y a des agents qui passent régulièrement parce que autour d'un bac à verre, on peut mettre des déchets ménagers, voilà. Et il faut savoir que trois agents passent régulièrement pour récupérer autour des points d'apport volontaire. Quand ils voient quelque chose, ils ramassent. Franchement, 3 agents, c'est un gros effort de la part de Cap. C'est un beau budget. Mais on ne peut pas pallier à tout. Pour clore le sujet, il me reste à proposer au conseil municipal de prendre vague de la présentation du rapport. On va pouvoir passer au point 18 sur un projet d'escapade à Paris, la Maison des Jeunes. Emmanuel, je te laisse présenter le projet. Alors, il y a eu plusieurs délibérations qui ont été prises en 2022 pour valider les tarifs des différentes actions d'autofinancement dans le cadre du projet de la Maison des Jeunes, Escapade à la capitale. Depuis septembre 2021, la mobilisation des jeunes et des animateurs de la MDJ sur les différentes actions, animation Noël, car wash. D'ailleurs, ils l'ont bien fait, ils ont nettoyé ma voiture, ça s'est très bien passé. Journée des associations, festivités. Action d'entraide au Leclerc d'Herbignac a permis de récolter un peu plus de 1 600 €. Les objectifs sont donc atteints et contribuent à maintenir le coût proposé aux familles, soit 220 € par participant.
La participation des familles et le montant des actions d'autofinancement couvrent l'ensemble des dépenses, soit 5 560 €, hors frais du personnel. Ce projet arrive à échéance et les 18 jeunes accompagnés et 2 animateurs partiront durant les vacances de la Toussaint, du 4 au 6 novembre. C'est bête, ils ne vont pas partir en même temps que Christelle et... Sinon, ça aurait pu être les 2 animateurs. On ne garantit rien sur l'encadrement. Alors, au programme hébergement en auberge de jeunesse, visite de la Tour Eiffel, en même temps, s'ils vont à Paris, c'est mieux d'aller visiter la Tour Eiffel, parc Astérix, Trocadéro, jardin des Tuileries, esplanade du Louvre, Pont des Arts, parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris et petit restaurant. Moi, je veux bien me mettre en tant que conseiller. Il est proposé au conseil municipal de valider le tarif de ce séjour, soit 220 € par participant. Je ne suis pas sûre que notre programme au congrès des maires s'intéresse. On va pouvoir voter. Donc, qui s'abstient, qui est contre unanimité. Et pour une dernière délibération, Maëlle, je vais te laisser la parole, puisqu'on a voté en début de conseil de rajouter une délibération sur référents secteurs. Je te laisse la présenter. Donc il s'agit dans cette délibération de nommer Laurent Lelièvre, référent du secteur 7. Donc le secteur 7, c'est Sapillon, Langâtre, Duret, etc., etc. Parce que si je fais le tour, ça va être un peu long. En remplacement d'Alain Guillaume-Maudy, qui était donc l'élu référent du secteur auparavant. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne vous rappelle pas, parce que je pense qu'ici, vous savez que nous avons sectorisé la commune en 8 secteurs, avec 8 élus du conseil municipal qui sont des interlocuteurs privilégiés pour les habitants de ces secteurs. Je propose au conseil municipal, on va dire, de désigner Laurent Lelièvre comme référent sur le secteur, rappelle-moi le numéro, 7. Sur le secteur 7. Qui s'abstient, qui est contre unanimité. On va pouvoir passer aux questions diverses et je voudrais, pour commencer ces questions diverses, vous dire quelques mots sur les AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap, qui accompagnent tous ces enfants au fil du temps. J'ai été particulièrement choquée de lire dans la presse il y a quelques semaines le témoignage d'une mère de famille de Loire-Atlantique expliquant que son fils déjeunait dans la voiture lors de la pause méridienne car il n'avait plus d'AESH. L'État finance l'accompagnement des enfants par les AESH sur le temps scolaire, mais c'est aux collectivités de financer maintenant le temps périscolaire, y compris la pause méridienne, donc le déjeuner du midi. Cette décision est lourde de conséquences. Pour les enfants d'abord, qui ont besoin de repères. Pour avoir travaillé avec plusieurs AESH dans le cadre de l'inclusion en classe de 6e, je peux vous dire combien elles sont précieuses, indispensables tout au long de la journée pour ces enfants. C'est aussi une épreuve de plus pour les familles, une épreuve au quotidien, et ce quotidien il est déjà éprouvant. Et c'est une plus grande précarité pour les professionnels qui ont dorénavant 2 employeurs. Et cela concerne 125 000 AESH en France. Cette décision va à l'encontre même de l'école inclusive que nous souhaitons tous. C'est aussi un frein au recrutement. Il est déjà difficile aujourd'hui, alors que le nombre des élèves en situation de handicap est en augmentation constante, plus 6% par an. Alors que l'inclusion des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire est censée être aujourd'hui une priorité, cette décision du gouvernement est aberrante et contraire au bon sens. Une de plus. C'est essentiel d'apporter notre soutien aussi à ces professionnels tellement indispensables pour nos enfants. Ah non, peut-être un point sur la fibre, et puis après je vais parler des futurs conseils. Ça nous manquait. Plutôt que vous parler de chiffres cette fois-ci, je vais vous parler depuis, on a rencontré Orange et son prestataire, Sogetrail, et depuis le 1er septembre, ça bouge. On a reçu un planning et j'ai signé depuis le 1er septembre 50 autorisations de travaux. C'est-à-dire que sur 50 villages et rues. Donc on a un vrai planning. Voilà, pour vous dire qu'au-delà des choses, on est à 1800 prises raccordées. Mais là, on peut
franchement avancer et se dire qu'on peut passer les 1000 prises supplémentaires d'ici la fin de l'année. Donc quand même un vrai engagement d'Orange. Hein, je le mettrai mais par contre de son prestataire, Sogetrel, hein, avec qui on travaille bien. Et donc là, beaucoup de villages, vous allez voir, par contre, malheureusement, beaucoup de supports vont être implantés. Donc vous étonnez pas. Hein, maintenant, si on veut de la fibre, il va falloir je signe quand même les autorisations, même si des fois on pourrait penser qu'on peut le faire autrement avec les supports existants, les supports Enedis par exemple. Mais le prestataire le fait dans ce sens. Donc pour accélérer la fibre, on est parti et ça va marcher d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on aura un bon résultat. Pour Noël, un beau cadeau. Cadeau de Noël. Il y a beaucoup de villages sur le nord de la commune qui aussi est en grande difficulté. Et là, on a signé beaucoup de villages. Mais bon, on continue, on les revoit le 15 novembre. Arnaud, tu voulais faire Oui. une remarque ? J'ai juste une question, Alain, concernant toujours Orange, bien sûr. Je ne suis pas retourné parce qu'à chaque fois que j'y vais, je me fais un petit peu rengarer. Dans le village d'Arbour, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que ça s'est arrangé? Vous savez, il y avait des câbles qui étaient tombés là. Alors, Parce que moi j'y vais plus. Ouais. Alors le problème, bien sûr, on prend toujours en compte toutes ces choses. On le renvoie à Orange, mais on a très peu on n'a pas de retour. Et on dit aux pétitionnaires d'appeler Orange lui aussi parce qu'on interpelle notre interlocuteur, mais là ils sont pas dans ce trip-là. On essaye quand même de le faire en parallèle des... Ah ouais, mais ça je sais que vous le faites. Mais par contre, franchement, avec très peu de résultats. Mais Laurence, tu veux peut-être dire un mot? Oui, juste une info, donc cette demande-là est passée, je pense, ou va passer à la télévision avec Julien Courbet. Ah oui, d'accord. Quand même. Oui, c'est quand même allé jusque-là. Et on a d'autres situations identiques sur la commission. Franchement, c'est une énergie. Là, il y a des. En plus, là, c'est sur le réseau cuivre, donc Orange, c'est pas sa principale motivation, donc c'est très difficile. Hein, donc on prend en compte, on écrit, mais non, c'est pas satisfaisant. Merci Alain. Oui, il y a aussi le secteur de la maladerie qui est impacté suite à un accrochage, un poteau qui a dû être... Mais c'est celui-là que je faisais référence. Ouais, voilà, et c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'ils sont privés de... Ah, par contre, là j'ai une info. Oui, bah, Là, c'est travaux fin du mois. Hein, donc implantation de support la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et donc remise en état du réseau. Mais là, c'était comme un accident de circulation aussi. Hein. Ça, on ne peut pas tout mettre sur le dos d'Orange non plus. Lui, c'était pas son... Hein. Mais oui, c'est travaux fin du mois. Pierre ? Moi aussi, j'ai eu une info, puisque nous avons une habitante d'Arbour qui est réparée à Arbour. Voilà. Julien Courbet va être content. Donc voilà, ça va vite. Hein. Ils ont peut-être eu peur. C'est possible. Hein, c'est possible. Moi, j'ai juste une autre question diverse. À la veille de la Toussaint, j'ai été interpellé par beaucoup d'habitants de la commune. Notamment, vous avez eu aussi des réclamations à l'accueil de la mairie sur les vols de fleurs dans le cimetière. Oui, je vois, tu le sais. Mais c'est quand même très chiant, oui, c'est pas le terme exact, mais embêtant qu'on puisse se faire voler des fleurs quand on vient de perdre quelqu'un et qu'on achète des fleurs. Et là, le soir même, les fleurs sont volées. J'ai vécu ça personnellement, mais il y a aussi plein de familles. Et il y a donc un trafic de fleurs au cimetière d'Hervignac, comme il peut y avoir un trafic de stupéfiants. Non mais je vous le dis, hein, c'est pas des blagues. Donc peut-être qu'il faudrait je sais pas, faire envisager quelque chose, je ne sais pas quoi. Il y a un truc qui se passe là. Damien Pessim aussi, Je sais. fait des retours, hein, on suit. Il y avait eu, ça s'était calmé, ah, mais là, ça reprise repart, là. Ouais, quand t'as pas eu de trafic, je n'avais pas jusque-là, j'en sais rien, je suis pas enquêteur. Mais oui, je comprends les familles. Enfin, voilà, je vois même pas comment on peut aller voler des fleurs. Ah ben ça. Ibrahim ?
Oui, moi je voulais vous parler d'une course entre Herbignac et Ferrel. Ah oui, voilà. Ouais, on a Tu peux nous communiqué. donner la date? Je vais donner la date, c'est le 30 octobre, au profit d'une association. Voilà, les courageux et les moins courageux, venez nombreux. On peut courir, mais aussi marcher. On peut marcher, on peut venir avec les enfants, faire du vélo. C'est tranquille. Et bon enfant. Nicolas Rivalon, qui est notre collègue de la mairie d'Herbignac, nous attend pour l'apéro. Ferrel, pardon. Voilà, merci. C'est aussi mettre en évidence cette liaison douce. Voilà, on se bagarre pour la liaison douce. Aussi. Il faut les faire vivre aussi, nos liaisons douces. Cécilia. Oui, merci. Moi, je vais faire un petit point RH. Je ne vais pas dire le tableau, je vais simplement il y a des nouvelles arrivées. Donc, il y a Madame Lecomte Marie-Catherine qui a été recrutée comme chargée du droit des sols le 4 août 2022, donc en remplacement de Madame Laetitia Rambaud qui est partie en disponibilité. Il y a Madame Baluet Chloé recrutée au multi-accueil le 23 août en remplacement de Madame Seyeux Stéphanie. Elle a un temps dédié à l'accueil des enfants porteurs d'un handicap. Il y a Madame Gouret Alexandra, animatrice périscolaire et de loisirs, donc, qui est arrivée au 1er septembre. Nous avons un apprenti espace vert pour une période de 2 ans. Nous avons une apprentie aussi au multi-accueil, donc jusqu'en mai 2023. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un recrutement qui est en cours pour un animateur périscolaire à temps complet. On a fait le choix de l'apprentissage parce qu'on pense que c'est vraiment une voie professionnelle ensuite, donc de recruter. Moi, je voudrais juste repréciser peut-être les dates des prochains conseils puis quelques changements. Alors, pas d'ici la fin de l'année, on a un prochain conseil le 16 novembre à 19 h, le 7 décembre 18h30, ensuite. Et puis je vous propose pour le début de l'année prochaine, pour les 6 premiers mois, de faire un conseil toutes les 6 semaines. On n'a pas des conseils très longs. On a vu que la charge de travail de tout le monde est importante, donc on peut faire un test sur ces 6 premiers mois de l'année de faire un conseil toutes les 6 semaines. Donc ça ferait le 25 janvier, 8 mars, 12 avril, 24 mai, 5 juillet, mais tout ça va vous être envoyé sous forme d'invitation pour bloquer vos agendas. On voit un peu sur ces 6 premiers mois de l'année comment ça fonctionne et puis si on pérennise ou pas cette formule. Là on a un conseil, voilà, en 1h30, donc on va se passer un petit peu. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques ce soir pour clore ce conseil. Non, donc ce conseil se termine et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.